Et puis, je suis pas non plus convaincu un petit peu de la veille pour la veille. C'est-à-dire que savoir que, il y a telle nouvelle librairie, JS ou un centième, framework, React, ça m'intéresse pas. J'ai déjà essayé, tu vois? Je me suis dit: «Ah tiens, cette newsletter, elle a l'air intéressante, on m'a Mmh. recommandé ça, voilà, hop, je le fais». Puis en fait, ça tient 2-3 semaines et puis après, j'arrête de le faire. Tu as ce côté, FOMO de Ouais. est-ce que tu suis toutes les nouvelles librairies, et cetera. Ce que, moi j'ai plutôt réussi à faire, sur, tu vois, ces 5-8 dernières années, bah, c'est de faire de la veille, en équipe. Your attention, please. Qu'est-ce qui fait un bon développeur? Pas les compétences techniques. Enfin, pas seulement les compétences techniques. Un bon développeur ou une bonne développeuse, c'est quelqu'un qui a une compréhension globale de son métier et de l'écosystème dans lequel il gravite, une vision produit et des compétences humaines, tout ça pour lui permettre de faire des choix éclairés au quotidien et de se sentir bien là où il ou elle est. Moi, c'est Donatien, je suis développeur web, et comme vous, je cherche les récits des retours d'expérience inspirants qui feront de nous des développeurs éclairés. Dans Développeur Expérience, je vous emmène donc à la rencontre de développeurs expérimentés et autres leaders de la tech pour qu'ils nous partagent leur histoire, leurs expériences, leurs apprentissages, les bons et moins bons moments sur leur parcours pour nous permettre de monter plus vite en compétences et nous aider à construire notre propre vision. Computer technology. Eh bien écoute, j'ai décidé de parler de veille techno, parce que finalement c'est quelque chose, que, je ne fais pas, personnellement. C'est un truc que je me rends compte, je sais pas faire de la veille, comme peut-être, comme on l'entend et donc tu vois, le côté, je me prévois, toutes les semaines un créneau pour lire, des newsletters, suivre des comptes, sur Twitter, hem et le faire ça, moi, voilà, pour, heu, pour les bienfaits de la veille, on va en parler. C'est pas un truc que j'arrive à faire. J'ai déjà essayé, tu vois? Je me suis dit: «Ah tiens, cette newsletter, elle a l'air intéressante, on Mmh. m'a recommandé ça, voilà, hop, je le fais». Puis en fait, ça tient 2-3 semaines et puis après, j'arrête de le faire. Et voilà, je pense que j'arrête de faire ça parce que justement, je suis pas très, très bon dans, c'est pas que je suis pas très, très bon dans la planification, mais je fais toujours quelque chose en face à un problème, un challenge, un livrable et donc la veille, tu vois, tu as pas forcément vraiment, tu dois prendre des informations et puis, c'est indépendant de est-ce qu'à la fin de Mmh, la mmh, semaine, je mmh. dois finir mon sprint ou à la fin du trimestre, on doit avoir développé telle release. Et donc quand, j'ai pas cette pression un petit peu de l'objectif, j'ai du mal à faire des choses. C'est un premier point et puis je suis pas non plus convaincu un petit peu de la veille pour la veille. C'est-à-dire que, voilà, savoir que, il y a telle nouvelle librairie, JS ou un centième framework, React, hem, ça m'intéresse pas. Voire j'ai parfois l'impression que ça crée même un peu, de l'anxiété Mmh. ou tu vois, c'est genre FOMO, ouais. ouais voilà, Mmh mh. FOMO: «Ah tu vu passer, ce truc-là? Quoi? Tu connais pas ce truc-là? Mais attends, mais Mmh c'est le mh. nouveau truc, hein, il faut faire du GraphQL maintenant». Heu et et donc ça, je m'en suis rendu compte et je cherche aussi à m'en éloigner. Tu as ce côté, FOMO de Ouais. est-ce que tu suis toutes les nouvelles librairies, et cetera. Mais pour autant, il y a quand même des choses importantes, dans la veille. Il y a genre, bah, je pense pas vraiment, savoir quelle techno tu vas utiliser pour ton prochain problème, mais en tout cas, bah, j'aime bien, me nourrir quand même apprendre des choses sur le dev, dès que je fais ça, je prends quand même du plaisir. Mais j'arrive pas à le rentrer dans mon, calendrier et quand je le fais comme ça pour le faire, bah, je trouve que ça marche pas trop, quoi. Et donc, ce que, moi j'ai plutôt réussi à faire, sur, tu vois, ces 5-8 dernières années, bah, c'est de faire de la veille, en équipe. Ben, c'est tout bête, mais et c'est un truc qu'on faisait chez Poulpe et qu'on faisait chez Woo et je trouve que ça fonctionnait bien. Mmh. C'est de te dire, dans l'équipe, on se prévoit un créneau, hebdo. Le fait de le faire avec des gens, bah, moi ça m'oblige, tu vois, à être Mmh. présent. Je vais pas dire: «Bah, non, je suis pas, dispo». Bah, non, c'est le rendez-vous de veille, on y va. Donc tu fais un rendez-vous hebdo ou bi-hebdo, enfin peu importe, mais en tout cas, tu as un rendez-vous régulier, veille. Chaque personne de l'équipe, à tour de rôle, doit contribuer. Il faut un peu saigner, enfin façon de parler, mais il faut créer de l'engagement. S'il s'agit juste de voir: «Ah oui, tu as vu telle librairie et tout» et cetera,
je pense que ça fonctionne pas. Par contre, dire à tour de rôle, tu as un dev ou quelqu'un au produit, voilà, qui va faire une mini présentation de 20 minutes, dans des slides. On fait de l'écrit aussi parce qu'à la fin, on compile, Mmh. l'écrit et donc on peut le garder. Mais donc il y a cet engagement, il y a cette chose, à faire et bien sûr, tu aménages le temps pour que ça fonctionne, hein, Mmh, tu vois? mmh, Mais mmh, mmh. mais en tout cas, partager ton écran, montrer, une slide, aller au bout des choses sur les 20 premières minutes, puis ensuite discussion dans le reste de l'équipe où chacun parle un petit peu plus librement de ce qu'il a vu. À ce moment-là, ça peut être le temps pour ça. Je trouve que ça fonctionne, beaucoup mieux et nous, on a appris plein de choses, moi et puis les devs avec qui, j'ai bossé sous ce format-là et c'est une formule qui fonctionne, très bien. La personne qui va préparer la présentation investit un petit peu de son temps, donc elle rentre en détail un peu plus, dans les choses. Elle va pouvoir restituer un contexte, donc plutôt que, «Tiens, est-ce que tu as vu la nouvelle version d'Astro?» Elle va dire: «Bah, quand on a ce problème-là et cetera, il y a ce truc-là qui aujourd'hui répond, c'est intéressant. Regardez, je l'ai essayé, on peut faire ça». Mmh. Ça permet aux autres personnes, de se mettre dans le contexte et donc de pas, lire, une énumération, de nouvelles librairies, mais juste pourquoi il y a Mmh. cette librairie. Ça fonctionne, beaucoup mieux. Donc moi, ça a été une façon de faire de la veille, de la faire, en équipe, d'organiser la veille. Je trouve que ça a bien fonctionné. J'ai appris plein de trucs comme ça et sur les sujets, enfin, je veux dire, ça va de, «Tenez, je vais vous montrer la config de mon terminal». Tu vois, ça peut être des sujets, Ouais. très, très simples comme ça. Parce qu'en fait, derrière la config de mon terminal, dans une équipe de dev, tu vas avoir différents, terminaux et tu vas pouvoir te poser la question: «Attends, mais en fait, comment ça fonctionne un terminal?» tu vois? Mmh. «Ah bah oui, moi j'utilise tel truc, hein, c'est un terminal en JS, ça me permet ça» et donc il y a du sujet un petit peu à creuser, il y a des sujets à explorer, indépendants de l'actualité des nouvelles Mmh, librairies. mmh, Il y a des mmh, mmh. choses à apprendre dans un climat plutôt de bienveillance, donc sans aucune, FOMO. Ça fonctionne bien. Ici Donatien, je fais une brève interruption dans votre écoute pour vous communiquer une info importante. Ce que vous écoutez actuellement est un extrait de la conversation complète que j'ai eue avec mon invité. Ici, on parle d'un sujet précis, tandis que dans la version intégrale, on parle aussi du parcours de mon invité, des défis rencontrés au moment clé de sa carrière, des compétences impliquées et surtout des apprentissages avec lesquels vous aussi, vous pouvez repartir. Je sais que vous mourrez d'envie d'en savoir plus, alors retenez la date, l'épisode complet sort la semaine prochaine. Voilà, maintenant vous savez tout, je vous retiens pas plus longtemps, bonne fin d'écoute. Et à la semaine prochaine! Et mon processus de dev ou en tout cas d'éducation, aux nouvelles techno, je le complète par, ce que j'appelle un livre, de plage quoi. Tous les étés, je me prends, un livre, tech, Mmh. à lire, littéralement à la plage ou à la montagne, ça dépend où je vais, mais vraiment un livre de vacances et Elles sont particulières tes vacances. non, mais voilà, effectivement, tu vois? Dans ma valise, il y a, des choupies à la plage et il y a alors cet été, je me suis noté, voilà, cet été, je prends un livre qui s'appelle Crafting Interpreter, Mmh. qui est un livre de Robert, Nistom, qui est une référence et qui t'apprend alors c'est un pavé, mais qui te permet d'écrire un langage de programmation et donc, bah, de comprendre c'est quoi un parseur, c'est quoi Mmh. un un arbre, tu vois, des descriptions du langage, et cetera et donc de rentrer dans une compréhension un peu plus intime de comment fonctionne un langage. Plus bas niveau, ouais. Voilà, beaucoup plus bas niveau et donc j'aime bien, compléter mon activité de veille que je fais généralement, en équipe avec, chaque été, une lecture d'un truc, heu, qui est assez éloigné de ma pratique. Tu vois? Je vais pas lire, How to be a good Rubyist ou, des tips sur, TypeScript. Je vais plutôt aller chercher des trucs, soit bas niveau, soit assez, enfin bas niveau, couche basse quoi, soit, déconnectés et c'est ça qui va m'abreuver un petit peu, bah, d'une compréhension plus fine, de ce que je fais à l'après, Mmh. au quotidien ou d'autres points de vue. J'aime bien faire ça. Ça me permet aussi, d'échapper à la FOMO, des nouveaux frameworks et des nouvelles librairies et plutôt de faire des trucs qui rentrent en profondeur, dans ma compréhension, de ma pratique, quoi. Très pragmatique. J'aime beaucoup parce que, pareil, ce truc de, la veille et d'ailleurs, à chaque fois que j'ai des invités qui me parlent de veille, j'essaie de leur poser la question: «Mais comment tu fais ta veille?» parce que Ouais, exactement ce que tu dis, moi aussi, j'ai essayé le créneau dans l'emploi du temps, ouais, genre, ouais. les 15 minutes tous les matins, tu vois? Avec, ta newsletter ou Mmh. machin et en fait, tu as toujours, bah, juste, la vie, et le chaos de la vie qui reprend son cours et qui finit toujours par empiéter là-dessus, quoi. Ouais, Et ouais.
au début, je me disais: «C'est parce que le créneau n'est pas au bon moment». Ouais. Donc tu essayes de mettre avant la pause de manger, après la pause de manger, le soir avant de partir. En fait, il y a jamais un moment où ça fonctionne. Il y a toujours des choses qui viennent se rajouter, empiéter dessus et comme tu dis, en fait, au début, tu te dis: «Bah, tiens, je vais m'abonner à ça parce que le contenu est intéressant», mais tu le lis 3 fois parce qu'en fait, après, tu te dis: «Bon, bah, là, le titre, en fait, ce truc-là, vraiment, ça me dit rien» et puis quelle source tu prends? C'est pareil, ma watchlist, de YouTube, ma watchlist dev, elle déborde de trucs où je me dis: «Ah, ça serait intéressant que je Ouais. regarde ce truc pour savoir, ce que c'est». Mais en fait, pareil, tu vois? Tu le regardes jamais parce que tu as toujours autre chose à faire et cetera. Et un jour, j'avais lu quelque chose qui disait que plutôt que de faire du, just in case, parce qu'en fait la veille, c'est ça. C'est t'acculturer au cas Ouais. où un jour tu aies une problématique et que tu Ouais. dises: «Tiens, un jour Mmh. j'avais regardé un truc et ça Mmh. marchait». Et bah, plutôt faire du just in time. C'est ce que tu disais, c'est-à-dire quand j'ai la problématique, je cherche la Ouais, solution tout à fait. et je cherche pas à me dire: Mmh. «Je l'ai enregistré quelque part dans mon disque dur de mon Mmh. cerveau, et parce que je l'ai déjà vu». Et donc d'être beaucoup plus dans quelque chose de, réactif, plutôt que de proactif. Ce qui finalement, fonctionne aussi bien parce que, ça te donne des cas concrets sur lesquels tu peux, Complètement. apprendre des choses. Parce que c'est vrai que moi aussi, ce que je ce qui me freinait dans la veille, c'est que parfois c'est très conceptuel et de se dire: «Voilà, comment est-ce que tu peux utiliser, telle nouvelle méthode, dans Rails 8, machin». Tu es en mode: «Bah, OK, très Mmh. bien, je sais que ça existe», mais en fait, tu as pas forcément ton use case. Ouais. Alors que quand tu as une problématique et que tu cherches et que tu trouves que, ah bah, un des cas d'usage, c'est, à ce truc-là, c'est précisément la problématique que tu as, déjà, c'est beaucoup plus pertinent et je pense que tu l'imprimes aussi beaucoup mieux Complètement, ouais, parce tout que, à fait. bah, justement, Tu l'as voilà, contextualisé, ouais. exactement. Donc ça, j'aime beaucoup et pareil, ce truc de faire en équipe, moi aussi, je l'avais fait et j'avais jamais fait le pont entre les 2, mais c'est marrant que toi, tu le fasses, c'est très intéressant. Où, on s'était organisé, à l'époque, j'étais chez Mooncard, on venait d'ouvrir une équipe front et j'étais le plus expérimenté de tous les devs, donc je m'étais dit: «Tiens, on va mettre en place ce Mmh. rituel-là, comme ça nous permet de faire du Ouais. partage de connaissances» et c'est vrai que c'est bénéfique pour tout le monde. Ouais. Celui qui le fait, tu es sûr que ça l'imprime dans sa tête parce qu'il est Ouais. obligé un peu de poncer son sujet, d'anticiper les questions de la fin et cetera. Et puis pour les autres, bah, comme tu dis, ça fait de l'acculturation, ça Mmh. fait un truc qui est stocké dans quelque part et on se dit: «Tiens, si on veut y revenir, ça peut être utile» et nous, on faisait des trucs vachement, variés aussi, je me souviens que, bah, comme c'était surtout des juniors, il y a moi, une fois, je leur ai fait, tu vois, les bonnes pratiques sur GitHub, quoi. Mmh. Ouais. Sur, Ouais. les commits, sur, comment est-ce que, tu, fais des reviews bienveillantes et cetera et donc Ouais. ça, j'avais trouvé ça, très utile finalement et Ouais. où même toi, tu te rends compte que quand tu creuses un sujet, tu te dis: «Ah, c'est marrant, ça, je savais pas, quoi». Donc c'est toujours vertueux pour tout le monde. Ouais, complètement, ouais, tu vois? Et c'est une façon aussi de, mettre les égos, sur la table Mmh. justement. C'est, bah, chacun va présenter, tous les niveaux, de seniorité et puis on va partager et ça crée une dynamique, dans l'équipe où, bah, oui, des fois, un junior, il va apprendre des trucs à un senior parce qu'il a vu passer, il a essayé, puis tu te rends compte que toi, bah, Mmh. ouais, tu connaissais pas et cetera et donc c'est assez vertueux comme, je trouve comme mécanisme, Mmh. et de veille et de faire fonctionner les équipes. Ouais, trop cool. Très, très bonne idée, très pragmatique, merci pour le partage. De rien. Avant qu'on termine, j'ai, quelques questions pour, toi. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais aimé comprendre ou apprendre plus tôt dans ton parcours? Mais, pour le moment, je dirais non. Peut-être que dans quelque temps, je me rends compte: «Ah ça, je le savais pas assez tôt, j'aurais dû le travailler plus tôt ou plus avoir plus développé d'expertise». Mais finalement, voilà, ça fait vraiment le mec très prétentieux dans le sens où non, je suis à l'aise avec tous mes choix et tout mon parcours, mais non, je suis assez à l'aise avec comment les choses se sont, Ouais. déroulées, tu vois? Mmh. Alors bien sûr, ça aurait pu être optimisé, mais c'est toujours plus simple d'optimiser après. Qu'est-ce que j'aurais voulu optimiser? Bah, je pense que, ouais, si j'ai c'est technique, mais je vais répondre, technique, d'un point de vue expertise technique, j'ai fait des tests un petit peu trop tard. OK. Voilà, tu vois? Mmh. Heu, les 2-3 premières années de ma pratique, donc sous OpenLodge, on faisait pas de tests, par exemple. On a commencé un peu, Mmh. sous Poulp. C'est un truc que j'aurais pu développer plus tôt pour avoir Mmh. encore plus d'expertise, quoi. Ouais. Ouais. OK. Est-ce qu'il y a, des ressources qui, potentiellement ont eu un impact, sur ton parcours que tu voudrais recommander? Bien, oui, mais ça va avec, le sujet, veille. Je trouve que ce que tu disais, le just in time, en tout cas moi, c'est exactement, comme ça
je pense qu'il faut pas aller chercher, il faut pas aller, faut pas aller chercher à s'inscrire à toutes les ressources et Mmh. essayer de toutes les absorber. Il faut les absorber au moment où tu en as besoin. C'est là où tu vas les absorber, le mieux. Donc ça, c'est comment tu absorbes, les ressources. Ensuite, j'ai pas de ressources spécifiques à citer. Juste, par exemple, juste en revanche, j'ai lu un livre justement l'année dernière, tu vois, l'été dernier, mon livre de plage, qui m'a marqué, que j'ai trouvé super intéressant, qui s'appelle Code de Charles Petzold. Je l'ai noté ici. Ça va pas faire de toi quelqu'un qui sait bien écrire du TypeScript. Par contre, il vient construire vraiment comment tu viens construire un micro-ordinateur, d'une certaine manière. Comment c'est vraiment, tu vois, coder même d'un point de vue, tu vois à la fois l'aspect code, le code ANSI, enfin vraiment l'encodage Mmh. des choses, la partie un petit peu électronique aussi. Et donc ça, c'est assez rafraîchissant. Moi, c'est un truc qui m'a vachement marqué. Ça me fait pas forcément être un meilleur développeur, mais ça me fait prendre du plaisir dans ma pratique de développement, de Mmh. comprendre comment les machines fonctionnent, comment le logiciel fonctionne. C'est à portée de tous en termes de niveau ou pas? Hem, non. Non, disons qu'en fait, la partie, code, oui, tu vois? Ça démarre avec, le code Morse. Enfin, tu comprends en Mmh, fait, mmh le mh. Morse, oui, c'est une façon d'encoder des caractères. Puis ensuite, tu vas dans, la construction de l'encodage des caractères. Ça, c'est à la portée, de tous. Mais il y a aussi une piste un petit peu plus, hardware, tu vois? Avec des diodes, avec des trucs comme ça. Donc ça c'est un peu Ouais. plus, voilà. Mais par contre, tous les profils qu'on fait, alors tous les profils école d'ingé, ça fonctionne. Tous les profils qu'on fait un peu aussi, de techno, Ouais. ça peut fonctionner. C'est bien écrit au sens, presque il y a un petit peu d'humour. Enfin, ça se lit bien, quoi, tu Ouais. vois? Ça tu peux le lire à la plage littéralement, même OK. s'il y a des schémas, techniques. Et donc ouais, je recommande ce livre, il est vraiment intéressant. Ça fait pas de toi un meilleur développeur à la rentrée, mais par contre, ça te donne de la perspective sur, sur comment fonctionne vraiment un ordinateur et Mmh. comment fonctionne le code dans les ordinateurs. Et juste le dernier truc que j'ai trouvé intéressant sur ce livre, c'est que tu vois, aujourd'hui, les gens, ils font, du Python, du JavaScript, du Ruby, enfin, ils font des langages, très haut niveau et il y a une recherche, de l'abstraction, parfaite. Je veux dire la bonne classe qui va décrire et on va faire de l'héritage et tout ça va être, parfait, il y a pas une ligne qui se répète. Et ce qui est assez marrant, c'est que, l'assembleur, enfin le code, machine, comment en fait le code est vraiment ensuite transformé en calcul dans les circuits imprimés et cetera. C'est un code qui est beaucoup, beaucoup plus pragmatique, qui est un code qui est genre, bah, en fait, c'est quoi? On n'a pas un espace mémoire, infini. Tiens, est-ce qu'on arrive à le faire rentrer dans moins de mémoire? Bah, oui, mais on a moins de calculs, et ben, à ce moment-là, on va faire des raccourcis. Et donc c'est assez marrant de te rendre compte que dans les couches basses, il y a, heu, il y a des astuces. Vraiment, il y a des trucs, des astuces, tu vois? Genre, en fait, une addition en binaire, plutôt que la faire comme ça, bah, si on décale les chiffres, ça marche aussi. Enfin, tu vois? Mmh. Et donc c'est assez intéressant, ça t'apporte un peu ce côté, ouais, le code, très haut, enfin, sur les langages, haut niveau, c'est ces abstractions et cetera. Mais en fait, c'est OK, de faire aussi des trucs pragmatiques des fois. Il y en a dans les couches très basses, de Mmh. l'ordinateur. Enfin voilà, je trouvais ça amusant. OK, trop cool. Donc ces 2 ressources-là? Ouais, ces 2 ressources-là. Et après moi, j'aime bien écouter aussi des podcasts parfois. Enfin, tu vois, je suis plutôt dans des ressources de fond, plutôt que je vais écouter parfois, Mmh. plutôt que plein de petits trucs, régulièrement. Et donc il y a, un podcast, que j'aime bien qui s'appelle, Ruby Rog. C'est un podcast, en anglais, mais qui vient pas mal en détail sur certaines, particularités de Ruby, sur certaines librairies et cetera. Et je trouve qu'il y a plein de trucs intéressants à OK. apprendre, dedans. Tu arrives à emmagasiner, le contenu technique sur le format podcast? Eh bien, oui, parce que j'en écoute pas forcément très souvent. D'accord. Et alors parfois, quand j'ai un moment, tu vois? C'est-à-dire, côté famille, c'est bon, c'est géré. Là, j'ai un peu de temps côté, pro. Je vais vraiment être dans la disposition d'esprit, d'écouter, un podcast Mmh. et ça marche pas mal. Et pourtant, alors moi, je suis un peu un taré, j'écoute les podcasts, enfin, peut-être il y a plein de gens qui font ça maintenant, mais j'écoute moi les podcasts en fois 1,5, tu vois? J'ai Ouais. l'impression de vouloir, mais quand j'ai aménagé mon temps, je suis content d'apprendre et d'écouter des choses. Ça reste quand même les podcasts, ça reste quand même du just in case, si je reprends ce que Ouais. tu disais, hein, tout à l'heure.
Donc ça marcherait moins que si j'étais, tu vois, si j'avais un problème. Mais quand tu as un problème, tu vas pas chercher la solution dans un podcast. Donc le podcast, ça reste quand même de la culture comme ça. Mais oui, ouais. Il y a des trucs quand même qui m'ont marqué en écoutant des podcasts. Ok. Parce que c'est vrai que moi, j'ai dû en écouter vraiment quelques-uns de podcasts techniques et j'ai un petit peu de mal parce que peut-être des fonctionnements différents. Moi, je suis très visuel. Et donc, c'est vrai que sur les concepts techniques, j'ai besoin je pense, de les voir, de voir des cas d'application, etc. Juste si je me décris une gemme ou un truc comme ça, des implémentations dans le code, pour moi, c'est très, très nébuleux, quoi. Donc, j'ai jamais réussi à... C'est vrai, tu as raison. Et alors, en fait, ce que je me rends compte, c'est que moi, bien souvent, ce qui s'est passé, c'est que j'écoute le podcast. Et je me dis, tiens, ouais, ça, c'est intéressant et tout. Et bien souvent, ils vont aller mettre, tu vois, 2-3 ressources dans le lien du podcast où je peux aller voir la doc, où je peux aller, voilà. Et donc, il y a des trucs qui m'ont marqué et ensuite, je vais aller les creuser, prendre un petit peu de temps à aller voir la doc. Et donc, j'associe l'audio au visuel après. Ok, voilà. Ça marche. Your attention, please. Merci encore à mon invité pour cette discussion. J'espère que vous en avez appris au moins autant que moi. Je suis d'ailleurs sûr que certains passages de cette discussion vous ont fait songer à d'autres sujets ou même à d'autres personnes. Alors, partagez-leur cet épisode avec un petit message du genre « Hey, j'ai écouté ce podcast et ça m'a fait penser à toi ». Au-delà d'être une de mes petites techniques de réseautage que je vous partage là, comme ça c'est cadeau, c'est aussi une bonne manière de montrer aux gens que vous pensez toujours à eux. Aussi, partagez publiquement cet épisode sur un channel de veille de votre Discord ou du Slack de votre boîte par exemple, parce que c'est en faisant passer ces bonnes idées qu'on améliorera notre développeur experience à tous. C'était Donatien, je vous dis à très vite pour un prochain épisode. Merci d'avoir écouté. Ciao.